Je suis Arnaud Fontanet, je suis professeur à l'Institut Pasteur, je dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes, donc je suis de formation médecin et épidémiologiste. Je suis également enseignant au Conservatoire national des arts et métiers où je suis titulaire de la chaire santé et développement. Et puis j'ai occupé pendant un an, en 2018-2019, la chaire de santé publique nouvellement créée au Collège de France. Et ceux d'entre vous qui étaient intéressés par l'épidémiologie ou la thématique des pandémies peuvent retrouver mes conférences sur le site du Collège de France. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'hépatite C, d'Égypte. Euh, D'abord parce que l'épidémie d'hépatite C en Égypte est tout à fait exceptionnelle par son ampleur, et également parce que ça a été l'occasion pour mes collaborateurs égyptiens et moi-même de mener un travail sur une période d'à peu près 20 ans pour documenter cette épidémie, et nous avons bien sûr utilisé les outils d'épidémiologie, d'une part pour essayer de comprendre quel était le fardeau de la maladie en Égypte, et également les déterminants de l'infection. Et c'est vrai que c'est un séminaire peut-être un peu moins technique que d'autres séminaires que vous avez pu avoir dans cette initiative des webinars de Quantim, mais je trouve que on a pu, à travers quelques études, vraiment illustrer les apports de l'épidémiologie sur des notions qui paraissent probablement assez simples, mais qui nécessitent une certaine rigueur dans leur application, qui n'est pas toujours facile de mettre en place. Et je crois que c'est une illustration importante pour ceux d'entre vous qui allaient plus tard utiliser l'épidémiologie dans des environnements un peu similaires à celui dans lequel nous avons travaillé en Égypte. Alors, quelques rappels tout d'abord sur le virus de l'hépatite C, très brièvement. C'est un virus à ARN de la famille des flaviviridés qui infecte les hépatocytes. Il a été découvert tardivement, seulement en 1989, parce que c'était un virus qu'il était difficile de cultiver. Et vous savez que la façon avec laquelle on identifie les nouveaux virus, en général, c'est en les mettant dans des cultures cellulaires, et puis on obtient à ce moment-là, on voit la culture, phénomène de Lise sur la culture cellulaire, on regarde au microscope électronique et on voit le virus. Mais comme ce virus ne se cultivait pas, ce sont des techniques de biologie moléculaire assez perfectionnées qui ont permis de mettre en évidence l'existence du virus même, mais il a fallu attendre 1989 pour que ce virus soit connu. Avant, on parlait d'hépatite non A, non B post-transfusionnelle. En tout cas, quand je faisais mes études de médecine, c'est ainsi que m'avait été présenté le virus de l'hépatite C. Alors, c'est un virus qui est transmis quasi exclusivement par le contact avec le sang d'une personne infectée. Finalement, c'est un virus qui n'aurait embêté personne si on n'avait pas inventé les moyens de vous mettre en contact avec le sang d'une autre personne. Et le moyen de vous mettre en contact avec le sang d'une autre personne, c'est finalement l'aiguille, la seringue, c'est la transfusion sanguine. Et donc, vous comprenez que les modes de transmission les plus classiques du virus de l'hépatite C vont être effectivement les transfusions sanguines, les injections à visée médicale, des procédures invasives comme la chirurgie, la fibroscopie, et puis la toxicomanie par voie intraveineuse, l'usage de drogue. Il y a d'autres modes de transmission décrits, mais qui sont plus anecdotiques, je voudrais dire, le tatouage, l'acupuncture, body piercing ou rasage qui sont cités ici. La transmission de la mère à l'enfant existe, elle est estimée à peu près à 5% des enfants nés de mères infectées qui seraient infectés eux-mêmes. En fait, je pense que ce pourcentage pourrait être révisé à la baisse, hein. C'était les premières études qui avaient pointé à ce 5%, plus élevé si la mère était aussi co-infectée par le virus de l'immunodéficience humaine. Depuis, les études qui ont été répétées n'ont pas retrouvé des taux aussi importants. Donc la transmission mère-enfant reste quelque chose de marginal. Et la transmission sexuelle, elle a été documentée notamment chez les personnes co-infectées par le VIH, avec des rapports homosexuels. Elle est très rare entre couples hétérosexuels, et des suivis de cohortes au Japon et en Italie ont montré que la transmission hétérosexuelle était vraiment très très rare. On l'estime à 1 pour 100 000 actes sexuels avec une personne infectée, c'est pour vous dire. Si bien qu'il n'y a pas de recommandation de prévention type préservatif lors de rapports hétérosexuels avec une personne qui est infectée avec le VHC. Il est important aussi de comprendre l'histoire naturelle de l'hépatite C quand on travaille sur son épidémiologie. Cette histoire naturelle débute avec une infection. 2 mois plus tard, chez à peu près un tiers des personnes infectées, un épisode aigu d'hépatite aiguë qui se manifeste un peu comme une grippe, mais avec la particularité d'un ictère.
mais bon, chez 2 tiers des personnes, ce sera parfaitement asymptomatique, et une période qui va suivre de quelques mois, pendant laquelle 1 tiers des sujets vont se débarrasser spontanément du virus de l'hépatite C et 2 tiers vont évoluer vers une infection chronique. Ceux qui évoluent vers une infection chronique vont avoir une durée d'incubation, j'ai envie de dire, avant les complications longues. Et on pense qu'il faut à peu près 20 à 30 ans avant de voir apparaître les premières complications. Les complications d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C vont être la cirrhose et puis l'hépatocarcinome. Et ces complications vont se développer chez à peu près 20% des sujets. L'histoire naturelle va être un peu accélérée si vous êtes un homme plutôt qu'une femme et si vous êtes consommateur d'alcool ou si vous êtes, par exemple, co-infecté par le virus de l'immunodéficience humaine. Mais d'une façon générale, on comprend que c'est une évolution très longue et ça aura un impact sur la façon avec laquelle nous allons étudier son épidémiologie. Alors, à l'échelle mondiale, on estime qu'il y a à peu près 80 millions de personnes qui ont une infection chronique par le virus de l'hépatite C, avec une prévalence plus élevée dans les pays du Sud comparé aux pays du Nord. Et vous voyez sur cette carte quelques pays qui apparaissent en plus foncé. Il y a notamment la Mongolie, il y a le Cameroun, et puis il y a l'Égypte qui va être donc le sujet de notre séminaire d'aujourd'hui. L'incidence globale du virus de l'hépatite C, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année, n'est pas connu. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à estimer. Et il n'y a pas eu les mêmes efforts de modélisation qui ont été faits que, par exemple, pour le VIH. On estime en revanche qu'il y a environ 350 000 personnes qui décèdent du virus de l'hépatite C chaque année. Si vous y rajoutez les 600, 700 000 personnes qui décèdent du virus de l'hépatite B, vous voyez que les hépatites virales chroniques, hépatite B et hépatite C, pèsent aussi lourd, si ce n'est pas plus, que des maladies comme le VIH, le paludisme, enfin le sida, le paludisme ou la tuberculose, hein, les fameux big killers, à l'échelle des décès mondiaux. Donc c'est vraiment des maladies qui ont un impact très fort en morbidité, mais également en mortalité. Alors, je voudrais maintenant vous parler plus spécifiquement de la situation de l'Égypte. Nous allons repartir dans le temps. Je vous rappelle que le virus de l'hépatite C a été identifié en 1989. Donc, les outils qui ont permis son diagnostic, qu'il s'agisse d'outils moléculaires, la PCR ou d'outils sérologiques, donc des ELISA par exemple, n'ont été disponibles que dans le début des années 90. Et là, un peu partout dans le monde, on a commencé à tester les sujets en population pour voir quel était le niveau de prévalence, la proportion de personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Et on s'est rendu compte d'une situation tout à fait particulière en Égypte. Alors en Égypte, ce qui se passait, c'est que beaucoup d'adultes hommes égyptiens partaient travailler dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite notamment, et l'Arabie Saoudite testait en sérologie pour non seulement le VIH, mais également le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C quand les tests sont devenus disponibles. Et on s'est rendu compte qu'un tiers des travailleurs égyptiens étaient infectés par le virus de l'hépatite C et donc étaient refoulés d'Arabie Saoudite. Et ça représentait pour l'Égypte une perte financière importante, puisque vous devinez bien que ces travailleurs ramenaient des devises qu'ils envoyaient à leurs familles en Égypte. Donc le gouvernement égyptien a été sensibilisé très tôt à l'importance de cette épidémie d'hépatite C et a organisé en 1996 une enquête nationale que vous voyez ici, dont vous voyez les résultats ici sur cette diapositive, qui a montré que les taux de sérologie positive pour le virus de l'hépatite C étaient considérables, notamment dans les zones rurales égyptiennes. Dans le delta du Nil, on était à 28%, en Haute-Égypte à 26%. Les taux étaient légèrement plus faibles, mais quand même très élevés comparé à ce qu'on voyait dans d'autres pays, notamment les pays industrialisés. Dans les villes égyptiennes, 8% au Caire, 6% à Alexandrie. Donc, nos collègues égyptiens se sont très tôt demandé qu'est-ce qui peut expliquer dans notre pays une épidémie d'une telle ampleur. L'autre particularité était que les virus retrouvés étaient tous du même génotype, un génotype 4. Alors il faut savoir qu'il y a, bon, pour faire simple, 6 génotypes du virus de l'hépatite C qui sont définis en fonction de variations génétiques des protéines d'enveloppe. Et le génotype 4 est un génotype qu'on ne retrouvait peu à l'époque dans les pays industrialisés, qui était donc assez spécifique de l'Égypte
Et les virus égyptiens étaient homogènes, ce qui laissait entendre qu'il y avait eu probablement une introduction massive et une diffusion du même virus quelques années, peut-être décennies plus tôt en Égypte, sans qu'on sache très bien ce qui s'était passé. Devant donc la prédominance du virus dans les zones rurales et l'homogénéité du virus qui laissait entendre qu'il y avait une introduction massive, nos collègues égyptiens ont assez tôt évoqué l'hypothèse que ce virus, qui était donc, comme on l'a déjà dit, transmis par contact avec le sang d'une personne, notamment par injection, aurait pu être diffusé en Égypte lors des très grandes campagnes de traitement de la bilharziose qui avaient eu lieu dans les années 60 et 70. Alors, la bilharziose, comme vous le savez, est une infection parasitaire qui est transmise quand on marche dans l'eau et que les mollusques qui contiennent le parasite sont présents. L'Égypte, comme vous le savez, c'est une population qui est amassée tout le long du Nil et donc très dense autour du fleuve et qui se finit dans le delta du Nil vers la Méditerranée. Et les Égyptiens et les enfants égyptiens, très tôt, sont exposés à la bilharziose en marchant effectivement dans les eaux du Nil et aux abords du Nil. Et on estimait dans les années 60 que la quasi-totalité des enfants égyptiens étaient infectés par la bilharziose. Alors, il existait à cette époque un traitement de la bilharziose qui a été introduit après les années 50, enfin un peu plus tôt en Égypte, mais utilisé de façon importante après les années 50, qui étaient donc les sels d'antimoine administrés par des injections par voie intraveineuse. Et le gouvernement égyptien, dans les années 60, a décidé de réaliser une campagne de traitement de masse de la bilharziose avec ces injections de sels d'antimoine qui ont été administrées à l'ensemble de la population des 5 ans jusqu'à 20 ans et un peu plus, jeunes adultes, pour essayer d'éliminer la bilharziose. Malheureusement, les seringues et les aiguilles qui étaient utilisées pour ces injections ont été contaminées et on pense que des dizaines, voire peut-être centaines de milliers d'Égyptiens, jeunes Égyptiens, ont été infectés par le virus de l'hépatite C à cette époque. Alors, ce qui permet la première évidence, je vous la montre ici, de ce lien entre les campagnes de traitement de la bilharziose et la propagation du virus de l'hépatite C, c'est ces courbes que vous voyez ici pour 4 régions d'Égypte où vous avez d'une part en très plein la prévalence des anticorps de l'hépatite C retrouvés par âge et un index d'exposition au traitement de la bilharziose qui a été reconstruit à partir des registres. Et vous voyez quand même qu'il y a un parallélisme fort entre la prévalence et cet index d'exposition au traitement de la bilharziose sur les 4 régions qui étaient étudiées. Et ça a été quand même la première évidence d'un lien possible entre ces campagnes de traitement de la bilharziose et le virus de l'hépatite C. Alors, nous-mêmes, dans nos collaborations avec l'université de Heinz et du Caire, on a voulu mettre en place, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on allait aborder la question de l'épidémiologie du virus de l'hépatite C en Égypte, sur la foi de cette première enquête transversale qui nous laissait entendre qu'il y avait eu une contamination massive de la population, et puis ces notions qu'on avait sur le mode de transmission possible du virus de l'hépatite C. Alors la première chose qu'on a voulu faire, c'est avoir une idée du fardeau de la maladie dans le pays. Et pour ça, on a fait une enquête transversale qui a été calée sur les enquêtes démographiques de santé que vous connaissez peut-être, qui en anglais s'appellent aussi les Demographic Health Survey, qui sont des échantillonnages représentatifs de la population adulte de pays, on les fait beaucoup en Afrique, un peu en Asie, en Amérique latine, avec une périodicité d'à peu près 5 ans et qui porte sur 10 à 15 000 personnes. Et on a donc demandé en 2008 que lors de cette enquête démographique de santé soit testé également, en plus de tout ce qui était fait avec les participants de l'étude, une prise de sang soit faite pour un test des anticorps anti-VHC et de la présence de l'ARN du VHC. Et vous avez les résultats sur cette diapositive. Une prévalence qui, comme vous le voyez, augmente beaucoup avec l'âge, chez les hommes comme chez les femmes, peut-être un peu plus élevée chez les hommes comparé aux femmes, avec une prévalence plus forte en zone rurale qui est sur la gauche comparée aux zones urbaines. Et à l'échelle nationale, 15% des adultes, on est chez les 15 à 59 ans, ayant des anticorps anti-VHC et 10% ayant de l'ARN du VHC, donc ayant une infection chronique. Ce qui correspondait, on l'a estimé, à peu près 6 millions de personnes affectées par le virus de l'hépatite C en 2008. Donc là, on avait comme une idée à l'échelle nationale de l'ampleur de l'infection, et c'était considérable. C'est en
proportion, le pays qui avait l'épidémie la plus importante au monde. On est avec des taux 10 à 20 fois supérieurs que ce qu'on rencontre dans les pays industrialisés. Donc, vous avez sur cette diapositive, on a fait cette enquête transversale en 2008 et on a comparé les résultats de cette enquête avec ceux de l'enquête transversale de 1996. Et ce que vous pouvez voir, c'est que quand on décale de 12 ans les taux par âge d'anticorps anti-VHC, on reproduit exactement l'épidémie de 2008, quasiment à très peu de choses près, ce qui laisse entendre qu'il y avait un effet de cohorte massif, hein. C'est donc, ça laisse entendre qu'il y a eu que ce que l'on voit aujourd'hui dans le vieillissement de la pyramide des personnes infectées par le virus des VHC correspond finalement à un groupe qui avait été infecté massivement dans le passé et qui vieillit avec ce virus, puisqu'on a vu le temps d'apparition des complications qui sont potentiellement mortelles est très long. Il faut à peu près 30 ans pour 20% des sujets qui vont développer les cirrhoses ou les hépatocarcinomes. Donc c'est ainsi qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait ce qu'on appelle en épidémiologie un effet de cohorte massif sur l'ensemble de la population nationale à partir des contaminations qui avaient eu lieu à peu près 30 ans plus tôt. Nous avons décidé d'aller travailler dans un village du nord-ouest du Caire, qui est à peu près à 1h30 du Caire, qui s'appelle Zoyatrazine, où nous avons mis en place une étude de cohorte afin de mieux comprendre l'épidémiologie du virus de l'hépatite C en zone rurale. Vous avez ici les résultats de l'enquête de prévalence qui a été faite à l'initiation de la cohorte, qui nous montre qu'à peu près, comme à l'échelle nationale, 15% des sujets adultes sont infectés par le virus de l'hépatite C. Et ce que vous retrouvez ici de façon assez frappante, c'est que dans la tranche d'âge des personnes qui ont autour de 40 jusqu'à 55 ans, vous avez les prévalences les plus élevées chez les hommes comparés aux femmes, avec des taux qui atteignent quand même 50% chez les hommes, 30% chez les femmes, donc c'est vraiment considérable. Et ce que vous comprenez mieux aujourd'hui, c'est que ce groupe-là correspond aux personnes qui, 30 ans plus tôt, avaient entre 5 et 20 ans et avaient été infectées massivement par le virus de l'hépatite C lors des campagnes de traitement de la bilharziose. Plus d'hommes que de femmes, très vraisemblablement parce que ces traitements se faisaient dans les écoles et touchait donc préférentiellement les garçons qui étaient plus scolarisés que les filles à l'époque. Et puis ce groupe qui a été infecté il y a 30 ans a vieilli depuis, avec portant toujours ces anticorps anti-VHC, puisque c'est plus tard, comme on l'a déjà dit, qu'apparaissent les complications qui éventuellement vont être mortelles. Mais donc, on retrouve ici très bien cet effet de cohorte que je décrivais dans la diapositive précédente. Et à partir de ce groupe qui a été massivement infecté pendant les campagnes de traitement de la bilharziose, vous avez une diffusion vers les tranches d'âge plus âgées et des tranches d'âge plus jeunes, où là vous voyez qu'il n'y a pas de différentiel homme-femme dans la prévalence des anticorps anti-VHC, ce qui nous montre bien comment le rôle un peu fondateur de ces campagnes de traitement de la bilharziose que l'on a décrit des années 60 à 70. Alors, dans nos enquêtes questionnaires, etc., on retrouve effectivement traitement de bilharziose et injection médicale à l'origine des infections des adultes. On n'a pas retrouvé de facteur de risque chez les enfants. Il y avait moins de puissance statistique pour le faire car les effectifs infectés étaient plus faibles, comme vous le voyez. Et puis, on a retrouvé les registres de traitement de la bilharziose de ce district près du village. Et vous voyez bien que les traitements de la bilharziose distribués à l'époque ont porté sur la période des années 60 à 80. En 82, le praziquantel, traitement de la bilharziose par voie orale, est devenu disponible et c'est ainsi que cette contamination par injection de sel d'antimoine a pris fin. Et dans nos questionnaires, on demandait si vous aviez été traité par la bilharziose. C'est ce que vous voyez ici. Et chez les hommes, effectivement, il y avait une concordance forte avec les taux retrouvés d'infection. Alors, cette étude a continué avec, comme je le disais, c'était une étude de cohorte. On a suivi pendant plusieurs années les participants. Je vous donne des résultats intermédiaires. Pour ceux qui n'étaient pas infectés, on a eu un taux de nouvelles infections de 25 sur 10 578 personnes années, soit un taux d'incidence de 2,4 pour 1000 personnes années. Et on a retrouvé des injections médicales qui étaient associées avec les transmissions dans ce village.
Sur les 25 infections qui ont été documentées pendant le suivi, 17 étaient virémiques, on a retrouvé le virus, et dans 2 cas, on a retrouvé un virus identique à celui d'une personne qui vivait sous le même toit, donc montrant bien qu'il y avait un peu de transmission intrafamiliale également, avec les injections médicales comme véhicule le plus probable. Alors, ce que je voudrais vous raconter maintenant, je voudrais vous raconter un petit peu mieux comment est-ce qu'on a voulu documenter, les modes de transmission contemporain du virus de l'hépatite C au moment où on faisait l'étude. C'est-à-dire qu'on avait bien compris comment l'épidémie avait démarré avec les injections de traitement de la bilharziose, mais ce qu'on voulait savoir pour les programmes de prévention actuels, c'était comment est-ce que le virus se transmettait à l'époque, on était en 2002, pour pouvoir donner au ministère de la Santé des informations sur vers quoi diriger les programmes de prévention. Donc on a mis en place dans les hôpitaux du Caire, ce qu'on appelle les fever hospitals, où les gens de conditions socio-économiques plutôt défavorables viennent consulter parce que les soins y sont quasiment gratuits, une surveillance des fièvres avec ictère, avec jaunisse. Et donc les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux avaient pour consigne, quand vous repérez quelqu'un qui a une fièvre et un ictère, vous lui faites des transaminases. Si vous voyez une augmentation des enzymes hépatiques qui traduit une souffrance du foie, vous faites toute une série de tests pour mettre en évidence hépatite A, hépatite B, hépatite C. Et ce que cette enquête a montré, c'est que sur les 3000 patients qui ont tout vu sur une période de 8 ans, il y en avait 10% à peu près qui avaient une hépatite A aiguë, 30% une hépatite B aiguë, et à peu près 10% au total qui avaient une hépatite C aiguë, avec un algorithme que je ne vais pas détailler plus, mais c'était à peu près ces chiffres-là qu'on retrouvait sur la fin. Et ces patients qui avaient une hépatite C aiguë étaient pour nous extrêmement intéressants parce qu'ils avaient été récemment infectés par le virus de l'hépatite C. C'était donc la possibilité d'identifier les facteurs de risque opérationnels en 2002-2010, en tout cas au Caire, et on a étendu cette étude d'ailleurs à d'autres villes égyptiennes. Alors vous avez les résultats de cette étude cas témoin sur ce tableau qui vous résume pour les 5 premières années une analyse qu'on a faite avec nos cas, qui étaient les patients avec hépatite aiguë C, et 2 séries de témoins. Nous avons pris une série de patients qui avaient des hépatites aiguës A et qui avaient été finalement identifiés pendant ce même procédure de dépistage des personnes qui avaient fièvre et ictère. Et puis on a pris également des contrôles familiaux, des gens qui venaient de la même famille que les patients qui avaient une hépatite aiguë C, et on leur posait toute une série de questions. Je vous ai mis ici les facteurs iatrogènes, donc liés aux soins, qui étaient potentiellement des facteurs de risque de l'hépatite C, qui nous avaient paru pertinents d'investiguer. Alors, comme vous le savez, l'étude cas témoin, dans ce contexte, peut être particulièrement performante. Pourquoi? D'abord parce qu'on prend des cas qui sont incidents, c'est donc des nouveaux cas d'hépatite aiguë C, ce qui veut dire qu'on a une notion très claire de la relation temporelle qui existe entre exposition et maladie par rapport à tout ce qu'on peut faire dans des enquêtes transversales. Et ici, on savait que la durée d'incubation entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous développez l'ictère fébrile de l'hépatite aiguë C, c'est à peu près 1 à 5 mois. Donc on a un questionnaire très spécialisé qui portait sur les 1 à 5 mois précédant l'apparition de l'ictère chez les sujets qui avaient l'hépatite aiguë C. On posait les mêmes questions aux sujets qui avaient une hépatite aiguë A et aux contrôles familiaux. L'autre intérêt de cette étude, c'est que, en dehors du fait qu'on a une période à risque qui est bien définie, les personnes qui finalement ont été sélectionnées comme témoins représentaient bien la même population source que celle des cas. C'était tous des gens qui, parce qu'ils avaient un ictère fébrile, sont venus vers le même hôpital. Donc on avait une très bonne comparabilité de la série témoin par rapport à la série des cas pour ce qu'on appelle le bassin de drainage, le catchment area, qui est donc la population source de vos cas, qui est une des conditions les plus difficiles à réunir pour une étude cas témoin où le choix des témoins est toujours extrêmement difficile. D'ailleurs, on a choisi d'avoir une deuxième série de témoins pour voir si on retrouvait à peu près les mêmes pourcentages d'exposition chez nos 2 séries de témoins qui nous disaient qu'on avait quand même une bonne appréhension de ce qu'était notre population source des cas, et c'est vraiment une des parties les plus difficiles des études cas témoins. L'autre aspect qui était très intéressant dans le choix de ces séries de témoins, c'est qu'au moment où on interviewait nos participants dans l'étude, ils étaient venus parce qu'ils avaient une fièvre anictaire, mais ils ne savaient toujours pas s'ils avaient une hépatite aiguë C ou une hépatite aiguë A. Donc eux-mêmes, dans leur réponse, n'étaient pas influencés par la maladie elle-même et n'avaient pas de présupposés sur je suis ici parce que si j'ai une hépatite aiguë C, ben, j'ai eu des injections ou quoi que ce soit.
ils ne savaient pas au moment de l'enquête quel serait le diagnostic final. C'était vrai pour les patients, mais c'était aussi vrai pour les enquêteurs. Donc on n'avait pas de biais d'enquêteurs qui sont aussi, dans les études cas témoins, source de difficultés quand l'enquêteur est influencé par sa connaissance du statut malade ou témoin de la personne qui l'interroge. Donc on est dans une étude cas témoin qui ici, je trouve, réunit beaucoup des qualités que doit avoir une étude cas témoin qui sont souvent difficiles de réunir. Les études cas témoins souffrant souvent soit de biais de sélection par rapport à la série témoin, soit de biais d'enquêteurs, les patients ou les enquêteurs étant au courant du statut malade ou témoin des sujets. Et tout ceci fait que on a ici une étude qui, je pense, a été très informative. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude? D'abord, quand on regarde les deux séries témoins, vous verrez que les proportions d'exposés, quand vous regardez par rapport aux admissions à l'hôpital, chirurgie, suture, etc., sont à peu près identiques chez les cas et les témoins. Ce qui nous laisse entendre que probablement ces deux séries témoins représentaient bien ce qu'on recherchait à obtenir, c'est-à-dire la population source des cas, et d'ailleurs nous les avons fusionnés pour l'analyse une fois qu'on a vu que les pourcentages d'exposition étaient à peu près identiques. Chez les sujets qui avaient hépatite aiguë C, vous voyez que les pourcentages d'exposition, pour certaines de ces expositions, sont supérieurs à ce qu'on retrouve chez les témoins, ce qui indique vraisemblablement des expositions qui sont donc délétères, des futurs facteurs de risque, et ça se traduit, comme vous le voyez ici, par des odds ratios qui sont supérieurs à 1, y compris pour la borne inférieure de l'intervalle de confiance, et qui sont donc statistiquement significatifs, ce que reflètent également les valeurs P que vous avez ici. Donc on a, grâce à ces odds ratios, une estimation de l'augmentation du risque d'être malade pour les exposés par rapport aux non exposés. Et vous voyez, en caractère gras, que l'admission à l'hôpital, la chirurgie, les sutures, injections intraveineuses, perfusion et césarienne ressortaient comme statistiquement significatifs dans cette étude, avec des odds ratios qui allaient autour de 3 à 5. Donc une étude qui est quand même, de ce point de vue, extrêmement informative. On voit bien la nécessité d'une série témoin. Si vous aviez regardé les injections intramusculaires et que vous regardez les cas, vous voyez que 14% des cas avaient reçu récemment des injections intramusculaires. Vous auriez pu vouloir dire, bah, c'est elles qui sont responsables de l'hépatite aiguë C. Mais vous vous rendez compte également que vous avez le même pourcentage chez vos séries témoins. Et donc, c'est là toute la force d'une étude cas témoin, c'est de vous montrer que ces injections intramusculaires, finalement, elles sont extrêmement répandues dans la population égyptienne, et d'autres enquêtes avaient montré que les Égyptiens, en moyenne, ont plus de 4 injections par an, ce qui se reflète très bien dans ce questionnaire. Autre chose intéressante, si vous regardez les transfusions sanguines ou les endoscopies, on a finalement quasiment personne qui a été exposé aux transfusions sanguines, aux endoscopies. Donc cette étude ne nous dit pas que ce ne sont pas des facteurs de risque potentiels, on n'a simplement pas la puissance statistique pour l'étudier. Mais ce que ça nous dit néanmoins, c'est que ce sont des pratiques qui, même si elles sont à risque, contribuent peu à la diffusion du virus dans la population parce que très peu de personnes sont exposées. Et c'est là où vous revenez vers cette notion de fraction attribuable, où vous combinez à la fois l'augmentation du risque qui est associée avec une exposition, et c'est ce que vous donnent les odds ratios, mais également la prévalence de l'exposition dans les populations contrôle qui vous dit si c'est un facteur de risque qui est répandu et donc va contribuer à la diffusion, dans ce cas-là, du virus dans la population, ou si c'est une exposition qui est très rare. Et donc, même si un risque lui est associé, c'est ce qu'on voit par exemple ici avec la césarienne, où on a quand même réussi à avoir un risque qui est dit statistiquement significatif, la prévalence de l'exposition est suffisamment rare dans la population pour qu'on puisse se dire que, au final, ces expositions-là contribuent peu à la diffusion de la maladie. Donc voilà pourquoi j'ai voulu passer un petit peu plus de temps sur cette étude cas témoin, parce que je trouve qu'on a énormément d'informations très pertinentes qui nous ont permis de dire au ministère de la Santé égyptien, eh bien, pendant cette période, en Égypte, la chirurgie, les sutures, les injections intraveineuses, les perfusions contribuaient significativement à la diffusion du virus. Certaines étaient répandues, notamment regardez les perfusions, fréquemment faites dans la population égyptienne, les sutures aussi, et c'était probablement là-dessus que les programmes de prévention devaient se porter pour pouvoir mieux limiter la diffusion du virus. Alors, on va terminer avec des choses plus simples. L'analyse multivariée, vous l'avez ici, vous êtes tous familiarisés avec cette procédure qui vous permet donc de regarder l'effet indépendant des expositions qui sont étudiées, qui fait ressortir les injections intraveineuses, les sutures, et au CAIR, mais probablement au CAIR seulement, la toxicomanie par voie intraveineuse. Nous avons voulu aussi étudier la transmission intrafamiliale du VHC, c'est-à-dire que dans les familles avec des patients atteints de virus de l'hépatite C, donc qui faisaient une forme aiguë,
On a, quand ça a été possible, récupéré l'ARN du VHC et on a regardé si on retrouvait dans la même famille des personnes qui étaient également chroniquement infectées et qui auraient pu être la source de l'infection. Pour documenter la transmission intrafamiliale, on a finalement retrouvé 3 personnes ayant une souche parfaitement identique dans la famille à celle du patient qui était venu à l'hôpital. Et avec un peu de calcul, etc., on en arrive à dire que la transmission intrafamiliale est vraisemblablement inférieure à 5% de l'ensemble des nouvelles infections, ce qui veut dire qu'elle arrive, hein, 5% c'est pas complètement négligeable, mais ça n'est pas l'essentiel des transmissions du virus de l'hépatite C qui viennent plutôt des contacts que les personnes ont avec les services hospitaliers, comme on l'a vu précédemment. Donc ça, ce sont les conclusions, et on a publié un certain nombre d'études là-dessus qui nous ont permis vraiment de mettre en évidence qu'en Égypte, c'était encore les procédures iatrogènes qui étaient vraiment responsables de la transmission de l'hépatite C dans les années 2000 jusqu'à 2010, avec un peu de toxicomanie par voie intraveineuse. Et nous avons complété ces études par des enquêtes d'anthropologie médicale, parce que c'était bien de pouvoir dire c'est les injections intraveineuses ou les perfusions qui sont à l'origine des transmissions, mais il fallait mieux comprendre aussi dans quel contexte elles étaient faites, parce que nos collègues égyptiens, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, nous disaient très clairement, on sait, on est au courant des modes de transmission, on fait attention, etc. Et pourtant, ces transmissions ont lieu. Donc, il y a eu tout un travail derrière de sciences sociales qualitatives pour pouvoir mieux documenter les circonstances de transmission et ainsi mieux informer les pouvoirs publics sur les façons de communiquer et de prévenir les transmissions. Donc nos recommandations ont d'abord été de limiter le nombre d'injections, parce que très souvent les injections intraveineuses étaient faites alors qu'elles n'étaient pas nécessaires, la même chose que ces perfusions qui étaient posées à domicile chez les gens qui se sentaient pas bien et qui auraient tout à fait pu être évitées. Et puis bien sûr, matériel à usage unique, stérilisation, etc. Avec une mise en œuvre complexe, parce que le système de santé égyptien est comprend à la fois les hôpitaux gouvernementaux, mais les hôpitaux universitaires, les hôpitaux militaires, les hôpitaux religieux, les cliniques privées, le secteur informel, le fait que des pharmaciens, des barbiers fassent des injections, etc. Des choses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Et donc, vous imaginez un petit peu la difficulté de la mise en place d'un programme national. Pour terminer, 2-3 diapos sur l'enquête de 2015 qu'on a pu faire, l'enquête démographique de santé, et la comparer avec celle de 2008. La même procédure que je vous décrivais tout à l'heure entre la première enquête de 96 et 2008, à savoir que l'on a déplacé les courbes de 7 ans cette fois-ci, de 2008, comparant 2008 et 2015. Quand on déplace les courbes de 2008 de 7 ans vers la droite, on obtient ça, à la fois pour les anticorps et plus bas pour l'ARN du VHC. Et on retrouve cet effet de cohorte qui est encore extrêmement important, avec 2 points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Chez les vraiment plus jeunes, les 15-19 ans, comme on sait qu'il y a très peu d'infections avant l'âge de 15 ans, des infections démarrent à l'âge de 15 ans, vous avez finalement, dans cette tranche d'âge de 4 ans, l'incidence cumulative des infections. Et on voyait bien qu'en 2008, on a tenu presque 5%, on était quasiment plus qu'à 1% en 2015, qui a traduit des efforts de prévention et qui, en tout cas dans cette classe d'âge, ont porté, puisqu'on a diminué le nombre de nouvelles infections. Et ça, c'est un endroit où on peut bien regarder l'incidence cumulative avant qu'elle soit perturbée par l'effet de la mortalité sélective, etc. Donc c'est vraiment une tranche d'âge tout début où on a une information sur une incidence cumulative dans les premières années d'exposition. Et là, on voit les progrès quand même qui avaient été accomplis. Certes observables seulement sur une tranche d'âge réduite, mais qui, on l'espère, pouvaient s'appliquer à un groupe plus large de la population. Et puis ce qui va nous intéresser dans l'enquête qu'on va faire en 2020, c'est que maintenant en Égypte, les traitements sont devenus disponibles. Il y a eu une grande révolution dans le traitement d'hépatite C avec l'arrivée d'antiviraux à action directe qui sont devenus disponibles en Égypte en 2014, qui sont produits par un génériqueur locaux, et vous avez une association Sofosbuvir d'aclatasvir maintenant pour 70 $ en Égypte. C'est à peu près 1000 fois inférieur à ce que vous aviez au début dans les pays industrialisés, avec une compagnie qui fabrique les génériques localement et qui sont distribués à travers un grand programme national de traitement qu'on a mis en place avec le gouvernement égyptien, que je n'aurai pas le temps de vous détailler ici, mais qui traite plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Et l'impact, on espère le voir
dans ces tranches d'âge qui sont traitées en 2020, où vous aurez toujours les anticorps, parce que le traitement ne retire pas les anticorps, mais où on espère voir baisser la proportion de virémique. Et ça, ce sera un indicateur très puissant de l'impact que le traitement aura eu sur ces populations. Ma dernière diapositive, c'est pour remercier mes collègues égyptiens et français avec lesquels nous avons fait tout ce travail, qui a été financé en grande partie par l'ANRS et par la Commission européenne. Je vous remercie pour votre attention.